Bonjour, vous écoutez le balado C'est le temps de parler. Ce balado, destiné aux personnes aidantes naturelles de l'Ontario, vous offre des conseils, des ressources et une validation émotionnelle. Si vous vivez des hauts et des bas dans votre rôle d'aidance naturelle, sachez que vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Sarah Calvin, je suis gestionnaire du programme d'engagement régional à l'organisme de soutien aux aidantes naturelles de l'Ontario, ou l'OSANO. Et votre animatrice pour cet épisode, c'est le temps de parler. Je suis ravie d'accueillir en ondes Anne-Sophie Rué-Paquette. Anne-Sophie est responsable du programme jeunesse à Franco-Queer et a été aidante naturelle pour son père, Robert, pendant plus de 7 ans. Durant toutes ces années, elle a dû concilier ses responsabilités scolaires et professionnelles. Robert était un membre fier de la communauté d'ES LGBTQIA+, mais le vieillissement et les incapacités liées au diabète ont limité sa capacité de participation sociale et d'épanouissement en tant qu'homme gay. Dans ce balado, Anne-Sophie partage son expérience d'aidance naturelle et comment ce rôle a modifié la dynamique de la relation avec son père. Nous allons également explorer avec elle comment elle a fait face aux différentes formes de deuil dans son parcours d'aidance. Anne-Sophie, bienvenue au balado, c'est le temps de parler. Merci, ça fait plaisir d'être là. Donc, pour débuter, quand avez-vous commencé à prendre soin de votre père et quand êtes-vous devenue aidante naturelle? Ma première expérience d'aidance naturelle, je l'ai vécue durant la vingtaine, quand mon père il s'est cassé le pied. Donc mon père vivait avec le diabète et avait le pied Charcot, vivait avec la condition le pied Charcot qui est associé au diabète. Il avait fait un faux pas à un moment donné et puis ça avait complètement comme désintégré l'os de son pied. Donc il avait eu besoin d'un plâtre pendant plusieurs mois, hem et heu et donc à ce moment-là, je vivais à Ottawa et je l'aidais comme je faisais ses courses et j'allais chez lui l'aider avec, heu, la vaisselle ou déplacer des choses dans son espace de vie parce que, c'était difficile pour lui de se mouvoir. J'étais plus jeune à ce moment-là, j'étais un peu plus centrée sur moi-même à ce moment-là, ou du moins, un peu moins indulgente envers lui et envers ses besoins, un peu moins empathique et compatissante. Donc l'expérience de proche aidante à l'époque, je l'ai vécue comme étant un peu frustrante parce que j'avais d'autres choses à faire de ma vie que de prendre soin de mon père, là. Hem, mais ça a quand même été pour moi une première expérience, puis même si j'étais un peu immature dans mon approche. J'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé mon père et donc, c'était frustrant pour moi, mais en même temps, hem, j'étais contente de pouvoir le soutenir à ce moment-là. Heu, Plus tard, en 2015, mon père a subi une chirurgie au cœur et les mois suivant la chirurgie ont été assez tumultueux pour nous. Il y a eu des complications avec la chirurgie et à la suite de la chirurgie, défaillance de tous ses organes, un coma médical pendant 1 mois. Hem Et puis sa qualité de vie a changé considérablement, à partir de ce moment-là. Donc, hem, déjà, il est sorti quand il est sorti du centre de réhabilitation, il utilisait une marchette, alors que il y avait pas besoin d'utiliser de marchette avant cet épisode-là. Ça faisait qu'il y avait plus de difficultés à se déplacer. Donc encore une fois, plus besoin d'aide pour ses courses, pour ses déplacements, ses rendez-vous, hem et heu les tâches ménagères, le prendre soin de soi. Autant ça a été difficile en 2015, il y a eu comme une certaine amélioration, il a retrouvé une certaine indépendance, mais en 2022,
2022, il est tombé et il s'est cassé le bras. Et donc, il ne pouvait plus utiliser sa marchette. Ce qui fait que même si, parce qu'il ne pouvait pas se déplacer sans l'usage de son bras, il a passé un autre 6 mois à l'hôpital, comme ça a été le cas en 2015, le temps de réhabiliter, tout ça, tout ça. Et là, il est sorti du centre de réhabilitation en chaise roulante ou en fauteuil roulant. Donc, encore une fois, une diminution de ses capacités physiques, ce qui fait que 2022-2023, c'est là où moi, j'ai contribué le plus à, à son soutien. Oui. Et je pense que dans ce que tu as partagé, on voit comment sa condition a évolué et puis en même temps, ton rôle des danses naturelles a dû évoluer aussi. Euh, donc, est-ce que le fait de prendre soin de votre père a changé la dynamique de votre relation? Et puis, si oui, de quelle manière? Oui, ben en fait, sa condition, je dirais, a dégénéré de façon exponentielle à partir de 2015. Euh, le premier, le premier changement, je l'ai observé après son coma médical. Il avait retrouvé sa parole. J'étais en visite à l'hôpital euh, et il a éprouvé un moment de détresse psychologique important où il m'a dit, ben, il m'a dit, c'est comme si j'étais même pas dans la pièce. Euh, il regardait un peu dans le vide, puis il a dit quelque chose comme j'ai plus de raison de vivre, j'ai pas de raison de vivre. Puis j'aurais préféré mourir sur la table d'opération. Mon père ne m'aurait jamais dit quelque chose comme ça. Mon père était extrêmement empathique et compatissant et bienveillant envers tout le monde, mais envers moi en particulier. Son rôle et ses responsabilités en tant que parent envers moi ont toujours été clairs et importants pour lui. Puis il a toujours voulu maintenir cette relation-là avec moi, une relation d'invulnérabilité, pas une relation, mais c'est comme si il a toujours voulu être le papa invulnérable, le papa disponible, le papa qui répond à mes besoins, quelles que soient les circonstances, même si ça nécessitait des sacrifices de sa part. Donc, le premier changement que moi j'ai observé, c'est l'expression explicite de sa vulnérabilité et un affaiblissement de, de ses principes en tant que parent. Tu sais, il a dû se résigner à faire appel à l'aide des gens autour de lui parce qu'il avait besoin d'aide, mais il a toujours été tellement indépendant et c'était difficile pour lui de demander de l'aide pour des raisons en lien avec son parcours. Ce qui fait que, à moins de force majeure, il se débrouillait seul. Et là, il a commencé à nous demander de l'aide, à ma mère et moi en particulier. Et nous, on l'offrait déjà depuis un certain temps. Euh, et il a appris à accepter cette aide-là de nous. Je voulais savoir comment avez-vous réagi à ce changement euh, de votre père au niveau de l'acceptation de l'aide? Ben, il était temps, tu Mm. sais, parce que oui, c'était le parent, j'étais l'enfant, mais là, tu sais, je suis une adulte, fait que la dynamique peut changer, c'est raisonnable, c'est sain que la dynamique change et devienne plus réciproque. Parce qu'un enfant, un jeune enfant, est entièrement dépendant de son parent et c'est une relation de dépendance saine, except comme dans le cas de parent-enfant, l'enfant est supposé être dépendant de son parent, pouvoir compter sur son parent. Euh,
Puis, mais là, ça devenait une relation d'interdépendance. Donc, moi, je comptais sur lui pour certaines choses et là, lui, il apprenait à compter sur moi pour certaines choses. Hem, en ce qui me concerne, oui, il demandait de l'aide, mais en même temps, il essayait de maintenir autant que possible son indépendance. Donc, de mon côté, le défi était de naviguer, hem, le respect de ses limites en tant que parent, en tant qu'homme indépendant, heu et la réponse à ses besoins. Donc, tu sais, il y a rien que je faisais sans lui demander d'abord si ça pouvait l'aider ou non. Puis bon, une fois on avait établi que oui, ça m'aide quand tu t'occupes du coin du chien, par exemple. Bon, ben là, à chaque fois, je m'occupais du coin. Tu sais, je ne demandais pas à chaque fois, mais, tu sais, j'ai essayé d'exercer ce rôle-là de proche aidante dans le respect de son autonomie autant que possible et de son indépendance. Hem Mais c'était pas toujours facile à naviguer parce que des fois, je constatais que ses besoins allaient au-delà de ce qu'il demandait, et au-delà de ce qu'on pouvait lui offrir comme soutien, ma mère et moi, parce que nous aussi, on avait des limites. Donc tout ce qu'il avait fait pour moi dans ma vie, il y avait comme un renversement. Donc tu sais, j'ai payé des épiceries pour lui, alors qu'à une certaine époque, c'est lui des fois qui me dépannait financièrement. Hem, je l'aidais avec, à prendre soin de lui, comme je disais, alors que jusqu'alors, c'est toujours lui qui prenait soin de moi. Puis, il a passé toute mon adolescence assis à m'écouter, tu sais? Fait que là, c'est moi qui l'écoutais, puis fait qu'il y a eu comme un renversement de rôle, un renversement partiel de rôle. Hem Mais c'était un privilège pour moi de pouvoir le vivre à ce moment-là. Tu sais, je veux dire, c'est dévastateur de voir son père dépérir, du moins quand on a une relation d'amour profonde avec son parent. Oui, puis j'entends, dans tout ce que vous avez partagé qu'il y avait d'autres personnes aussi impliquées Mmh. hem, dans les soins pour votre père. Alors, hem, comment avez-vous navigué, les changements et puis, le partage avec d'autres membres de la famille? Ben, j j'ai envie de dire qu'il y avait une très bonne collaboration intrafamiliale entre ma mère, mon père et moi. Donc mon père faisait partie de cette dynamique-là. Ça faisait qu'il y avait comme c'était un travail d'équipe. On se départageait les tâches. Éventuellement, on a su qu'il y avait d'autres personnes aussi qui lui apportaient un soutien et ces personnes-là ont pris en charge d'autres aspects de ses besoins. Donc, un jeune homme, par exemple, qui, allait installer son sapin de Noël, puis monter ses décorations de Noël, puis qui revenait pour tout démonter. Fait que là, ça faisait une chose de moins pour ma mère et son conjoint. Hem, une, une amie à lui qui avait la possibilité de lui offrir un certain soutien financier parce que ni ma mère ni moi, bon, on lui apportait, tu sais, de temps en temps, là, on pouvait l'aider un peu, mais on est limité financièrement, nous aussi. Donc, ça a apporté un soulagement à toute la famille quand cet ami-là a commencé à le soutenir un peu. Donc, et puis, je pense que ma mère a commencé à coordonner aussi, comme avec les autres personnes, quand il y avait des besoins particuliers et que ma mère et son conjoint ne pouvaient pas y répondre, ben, elle vérifiait auprès de ces autres personnes-là si quelqu'une ou quelqu'un pouvait prendre en charge une certaine tâche. Donc, c'était vraiment un travail de collaboration et même si c'était difficile pour lui d'accepter de l'aide, cette collaboration-là n'aurait pas été possible sans sa participation, sans son consentement. Donc, hem, il faisait partie de l'équipe, au même titre que toutes les personnes qui étaient engagées envers,
envers lui. Mmh. Ouais, c'est tellement important et on entend souvent des témoignages de personnes aidantes qui n'ont pas ce soutien d'équipe et c'est vraiment lourd pour une personne de naviguer tout ça, d'offrir tous ces différentes sortes de soutien à une personne. Donc, il me semble que, avec votre famille, c'était vraiment un exemple réussi de travail d'équipe pour soutenir votre père et avec la participation de votre père aussi. Je pense que oui. Je pense que on tu sais, ça a pas toujours été facile, mais je pense qu'on a quand même on a fait du mieux qu'on a pu avec la situation. Puis Oui. effectivement, ça aurait été beaucoup plus lourd pour tout le monde si les autres avaient pas été là. Plus d'un tiers des personnes aidantes naturelles utilisent leurs finances personnelles et leurs économies pour payer pour les besoins de la personne dont elles s'occupent. Les difficultés financières sont courantes chez les personnes aidantes naturelles. Heureusement, il existe du soutien financier à travers des organismes gouvernementaux et communautaires. Les personnes aidantes naturelles peuvent être admissibles à certaines prestations ou encore à des congés à l'intention des proches aidants. L'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario a dressé une liste de soutien financier et de bourses. Pour en savoir plus, consultez ontariocaregiver.ca/fr. Revenons maintenant à notre épisode. Les personnes aidantes naturelles doivent souvent faire face à différentes formes de pertes et de deuil tout au long de leur parcours d'aidance. Donc, pourriez-vous partager avec nous comment vous avez vécu votre expérience de deuil pendant votre parcours? Ben, je l'ai nommé tantôt, après sa chirurgie en 2015, j'ai vu une facette de lui auquel je n'avais pas normalement accès, hem et ça a été le début d'une série de changements sur le plan de sa personnalité, de sa dynamique interpersonnelle. Mon père était un homme gay, qui a vécu dans le placard jusqu'à sa mi-trentaine et puis quand on regarde les photos avant et après son coming out, on voit une différence visible, comme l'énergie qui dégageait n'était plus la même, les vêtements. Avant, il portait comme il avait l'air comme un mur d'hôpital. C'était du blanc, du beige, du bleu pâle, c'était uniforme, puis il gardait les mêmes vêtements. Il a gardé les mêmes vêtements pendant 15 ans. Il avait toujours les cheveux courts. Tu sais, il avait l'air comme il avait l'air d'un homme ordinaire. Puis après son coming out, il a laissé pousser ses cheveux, il s'est percé les oreilles, comme plusieurs perçages, il s'est fait faire des tatouages, il a commencé à porter des vêtements colorés, avec toutes sortes de patterns bizarres, comme c'était flyé, surtout pour les années 90. Puis même avant ça, même avant les changements physiques, tu sais, mon père était une personne charismatique, dynamique. Il rentrait dans une pièce, puis les gens s'appuyaient sur lui pour animer la conversation. C'était comme un leader, il était un leader naturel, puis, une personne tellement bienveillante et compatissante. En tout cas, donc, tu sais, c'était je le dis souvent, il était larger than life. Avec le temps, hem, son apparence a continué à changer après son coming out, puis éventuellement, son look est devenu un peu plus mature. Mais tu sais, comme, à la manière quasiment d'un aristocrate, là. Tu sais, il portait toujours des costumes, puis là, les gros bijoux, puis donc l'extravagance s'est maintenue, mais a évolué. Hem mais à la fin, tu sais, il s'habillait pas toujours. Il se recouvrait d'une couverte, mais quand on allait lui rendre visite, il pouvait pas toujours se laver, et puis il y avait pas la capacité de s'habiller tous les jours. Donc, tu sais, même physiquement, j'ai vu la différence, comme la perte de soi, puis le manque d'énergie pour être soi-même. Puis là, c'est ça, mais c'est surtout comme la place qu'il occupait. Puis là, graduellement, tu sais, pendant les soupers de famille, ben, tu sais, il parlait moins, il animait moins. Il répondait quand on lui parlait ou quand on lui posait des questions, mais sinon, il participait pas autant aux échanges. C'est comme si je voyais graduellement sa lumière intérieure s'éteindre.
parce que tout ce qui lui apportait de la joie, tout ce qui lui ressemblait, tout ce qui lui permettait de s'affirmer, de se réjouir, de s'épanouir, c'est comme s'il il perdait tout ça par morceaux. Hem, donc c'est ça, ça a été le deuil de son exubérance. J'ai compris à un moment donné qu'il y avait le papa d'avant 2015 et le papa depuis 2015. C'était comme 2 personnes différentes, puis je pouvais pas avoir les mêmes attentes envers le deuxième que j'avais envers le premier, et je ne pouvais plus être la même enfant. Hem, je il y a mon papa avait besoin de moi après 2015, donc là, le revirement de rôle, et aussi, hem, j'ai vécu le deuil de ses câlins. Parce que mon père faisait de bons câlins, mais le plus il faiblissait physiquement, surtout après qu'il se soit brisé le bras. En fait, je me suis rendu compte à un moment donné que depuis qu'il s'était cassé le bras, on n'avait pas pu se faire de câlins parce qu'il avait de la misère à les soulever. Puis d'ailleurs, la veille de son décès, je suis allée lui rendre visite. Puis, tu sais, je lui ai touché les bras avant de partir, mais je lui ai pas fait de câlin en disant: «Je te ferai pas de câlin parce que je veux pas me faire attaquer par le chien». Mais je regrette tellement de pas lui avoir fait comme un dernier câlin. Je pouvais pas savoir que ça aurait été le dernier. Hem, mais oui, le deuil des câlins, de l'affection, de sa force, de son énergie, de sa vitalité. Même si tu vis des deuils pendant que la personne est vivante, tu peux pas te permettre de c'est pas le même genre, c'est pas la même chose, c'est pas le même genre de deuil que quand la personne décède. Donc, tu sais, quand la personne décède, OK, là, c'est fini, tu sais, ça prend un temps pour vivre ton deuil. Comme c'est comme, OK, là, je vais prendre un break de la vie, là, puis je vais vivre ce que j'ai à vivre. Mais quand la personne est encore là, c'est tu sais, elle est encore là. C'est pas la même personne exactement, mais il reste des parties de la personne. Puis, ben, je peux soit vivre le deuil de la personne qu'il était avant, ou je peux apprécier pleinement la personne qu'il est aujourd'hui. Fait que j'ai fait le choix d'apprécier pleinement la personne qu'il était dans l'ici maintenant. Mais ça fait que tous les petits deuils qui étaient amorcés de son vivant se sont greffés au deuil ultime à la suite du décès. Hem, et puis, ben, le deuil se poursuit, là. Il est en cours. Oui. Ouais, j'aimerais explorer un peu plus, ce deuil après son décès, mais je voulais juste dire que, hem, je pense que tout ce que vous avez partagé sur le deuil pendant le parcours, on n'en parle pas assez et c'est vraiment, c'est lourd c'est une grande charge émotionnelle pour les personnes aidantes, de vivre tous ces deuils, mais de continuer à offrir un soutien et d'être la personne, plus forte qui essaie de soutenir l'autre. Donc je pense que c'est juste tellement important ce que vous venez de partager. Donc Et puis merci. ah ben, ça me fait plaisir, c'est pour ça que je suis là. Je La seule chose que je rajouterais, c'est que il m'est arrivé souvent de vivre une situation et de maintenir mon calme pendant la situation pour le bien de mon père, pour sa dignité, son intégrité, de quitter son appartement et d'avoir une crise de panique, Mmh. Mmh. d'avoir un meltdown total dans l'auto. Parce que ce que je venais de vivre, c'était comme ça allait au-delà de ce à quoi je m'attendais. Tu sais, mon père est décédé à 67 ans, donc il était encore jeune. Oui, et puis comment avez-vous fait face à tous ces aspects du deuil? Avez-vous utilisé des stratégies spécifiques pour gérer le deuil de non seulement votre père, mais aussi celui lié à votre identité en tant qu'aidante naturelle? Ben, déjà, avec le décès de mon père est arrivé tout naturellement la cessation du rôle d'aidante naturelle. Hem, puis, heu,
parce que la personne à aider n'était plus là, mais aussi parce que, vu ma détresse, je surtout au début, là, j'avais pas la capacité d'être présente pour personne. C'est à peine si je pouvais appuyer ma mère, c'est à peine si je pouvais être une amie. Hem, ç Ça a été vraiment, vraiment les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois ont été limite insupportables à vivre. En même temps, il y a eu en quelque sorte un soulagement et là, avec ça, la culpabilité. Donc, soulagement de regagner du temps, d'avoir moins de responsabilités, puis soulagement aussi par rapport au fait que parce il n'était pas heureux, et puis il mon il ne vivait pas, il vivotait. Donc, il y avait un soulagement pour lui aussi, culpabilité à me demander: «Est-ce que j'aurais pu en faire plus? Est-ce que j'aurais dû en faire plus?» Et puis avec tout ça aussi un sentiment de vide. Mon père est là depuis ma conception, au même titre que toutes les parties de mon corps. Tu sais, c'est comme perdre une partie de soi. On avait une relation très, très proche. Tu sais, c'était une âme sœur. Sur le plan spirituel, on était quasiment comme des jumeaux. Tu sais, on était vraiment, vraiment semblables. Hem, Fait que c'est ça, ça fait un vide. Je tiens à préciser, là, je le réitère, le deuil est en cours. Ce n'est pas un processus linéaire, en tout cas jusqu'à date. Je le sens dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur. Ça affecte mes capacités cognitives, ça affecte mon niveau d'énergie. De dire que c'est souffrant, comme il y a pas de mots assez chargés pour exprimer la tristesse à la suite d'une perte comme celle-là. Hem, ce qui m'aide, c'est, l'appui de mes proches. Donc le dialogue. Moi, je suis volubile, là, quand je vis des choses, j'en parle, et j'ai des personnes autour de moi hem, qui ont la capacité de m'écouter, de me soutenir. Donc le dialogue, sinon les arts, ça pour moi, c'est un outil d'expression de soi et de travail thérapeutique. Donc justement, en ce moment, je sais qu'il y a des choses qui se passent, mais j'ai du mal à trouver les mots. Alors je m'exprime sous forme de bricolage et c'est à partir du bricolage par la suite que je réussis généralement à décoder qu'est-ce qui se passe quand a priori j'ai pas les mots pour comprendre ce que je vis. Donc ça m'a aidé. Les premiers mois, j'étais bloquée. J'arrivais pas, tu sais, mon conjoint me disait: «Ben, tu sais, as-tu essayé de peindre, de dessiner? C'est le genre de choses qui peut te faire du bien». Mais c'était tellement la détresse était tellement envahissante les premiers mois que c'est à peine si je pouvais prendre ma douche puis m'habiller. Puis tu sais, même encore des fois, ça reste difficile à cause du niveau d'énergie. Hem, à un moment donné, il y a quelque chose qui a débloqué, puis là, ben, depuis les derniers mois, c je réussis plus facilement à m'exprimer. Hem et bien franchement, ce projet d'enregistrement de balado, hem, ça fait partie comme ça m'aide dans mon processus de deuil. Parce que déjà les conversations préparatoires à notre rencontre d'aujourd'hui, hem, m'ont m'ont permis de faire comme un retour rétrospectif sur la progression de sa maladie, l'évolution de notre relation. Tu sais, ce sont des choses auxquelles j'ai réfléchi ou dont j'ai parlé ici et là de façon disjointe. Mais là, de revisiter tout ça, hem, de revisiter l'agréable et le désagréable, ça fait que j'ai une autre perspective sur l'expérience. Aussi, le fait de pouvoir Hem, contribuer au soutien d'autres personnes, tu sais, ne serait-ce qu'une seule personne qui pourrait écouter le balado et se reconnaître et se sentir un peu moins seule dans le monde. Tu sais, donc c'est faire quelque chose de constructif d'une expérience qui a été dévastatrice. Donc oui, c'est vraiment un
c'est aidant pour moi de participer à cet enregistrement. Oui. Puis je pense que ce que j'entends, c'est tout un processus de vivre les émotions, réfléchir à ce que vous vivez, parler de l'expérience, mais aussi de se permettre d'utiliser des stratégies de coping et de distraction, de se lancer dans le travail, trouver l'équilibre entre le fait de vivre les émotions, mais aussi de se protéger de ces émotions difficiles aussi. C'est Euh, nécessaire. C'est ouais. comme c'est parce que rester là-dedans à temps plein, forever, c'est pas viable. Comme j'étoufferais. Vous pouvez faire une différence dans la communauté des personnes aidantes naturelles en devenant bénévole. L'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario a pour mission de fournir aux personnes aidantes naturelles les ressources nécessaires pour les aider à réussir dans leur parcours. En devenant bénévole, vous pouvez aider les personnes aidantes naturelles de différentes manières. Vous pouvez joindre un groupe de travail, un forum en ligne, un groupe de discussion ou fournir du soutien par les pairs. Les bénévoles peuvent faire une très grande différence dans la vie d'une personne aidante naturelle. Devenez bénévole dès aujourd'hui à ontariocaregiver.ca/fr. Revenons maintenant à notre épisode. Jusqu'ici dans la conversation, vous avez beaucoup partagé sur votre expérience personnelle. Et dans cette dernière partie de la conversation, nous allons tourner notre attention au niveau systémique. Alors, les personnes aidantes naturelles doivent souvent naviguer des systèmes complexes afin d'accéder aux soutiens et services pour leurs proches. Pouvez-vous nous partager des défis spécifiques que vous avez rencontrés en prenant soin de votre père? Bon, ben, déjà, le fait d'être à Québec, lui est en Ontario, ça, c'était un enjeu et le transport, ça a été un enfer, là, surtout, dès le moment où il se déplaçait en fauteuil roulant. Là, ni ma mère ni moi, on pouvait aller le chercher pour faire des activités parce que notre véhicule n'est pas adapté. On s'est renseigné sur les frais d'un véhicule adapté, oublie ça, tu sais, on n'a pas cet argent-là. À Ottawa, le service de transport pour les personnes à mobilité réduite, le paratranspo, là, tu sais, le service est insuffisant. Là, je pense qu'il manque de personnel ou peut-être qu'il manque de véhicules. Je ne sais pas qu'est-ce qui manque, mais il manque quelque chose parce que mon père avait beau fixer des rendez-vous, la moitié du temps, le véhicule ne se présentait pas. Donc, tu sais, il a manqué un rendez-vous pour sa dialyse. Il a manqué, tu sais, le dernier Noël qu'on aurait pu vivre ensemble, on l'a vécu séparément parce que le véhicule est pas venu le chercher. Mon dernier anniversaire avant son décès, j'étais à Ottawa pour passer du temps avec mes parents. Il a pas pu se joindre à nous, parce que le véhicule s'est pas présenté. Ça a été difficile de trouver des services en français. Et puis, tu sais, il sait même pas comme la question de services adaptés aux personnes de SLGBTQIA+, c'est même pas posée parce que déjà qu'on n'arrivait pas on avait du mal à trouver des services en français, ben là, on se posait même pas la question là, pour des services adaptés. Hem, donc, tu sais, ça a été des obstacles que j'ai observés. Aussi, tu sais, c'était comme on a vécu sa maladie en tant que famille, mais comme je dis, dans le respect de son autonomie, de son indépendance, ce qui fait qu'on n'avait pas accès aux informations directes de l'équipe médicale. On ne sait pas exactement ce qui lui a été communiqué au sujet des services à sa disposition. Est-ce que lui nous disait qu'il n'y en avait pas, mais que dans le fond, il n'y avait juste pas l'énergie d'en chercher? Tu sais, fait que ça aurait été super qu'il puisse y avoir une communication directe entre l'équipe médicale, mon père, ma mère et moi, hem, pour comme faciliter l'accès à toutes les informations. Et puis, si vous aviez la possibilité de changer quelque chose dans le système qui aurait rendu votre expérience d'aidance plus facile, quel changement apporteriez-vous?
Ben, déjà, il y a personne qui nous a informés des services à la disposition des personnes proches aidantes. Hem, puis honnêtement, j'ai même pas pensé me renseigner. Comme j'ai même pas je me suis même pas demandé si ça existait. Comme j'étais un groupe de soutien pour, enfants de parents malades, ça, je savais que ça existait. Mais un groupe d'appui pour les personnes proches aidantes, je savais pas si ça existait. Une organisation comme la vôtre, je savais pas qu'elle existait avant que vous me contactiez pour enregistrer les balados. Hem, donc ça aurait été aidant. Puis comme j'ai dit, s'il y avait pu y avoir une communication directe entre l'équipe médicale et la famille, hem, puis peut-être que c'est quelque chose que les équipes médicales pourraient suggérer aux personnes hospitalisées, tu sais, aux patientes, aux patientes, et de est-ce que tu aimerais que ta famille soit engagée dans ton processus d'accompagnement? Les médecins, l'équipe médicale aurait pu fournir de la documentation à mon père en disant: «Tu donneras ça à tes proches». Il y aurait eu moyen de nous fournir de l'information s'il y avait eu les ressources, la volonté pour le faire. Je ne sais pas si j'aurais eu recours, si tu sais, je sais pas si j'aurais fait appel à ces ressources-là, mais déjà de savoir que ça existe, ça aurait été quelque chose. Ouais. Ouais, donc comme famille, vous avez réussi à créer comme une équipe de soutien, mais ça manquait, la participation de l'équipe médicale aussi. Donc, la possibilité de travailler tous ensemble, avec l'équipe médicale et les professionnels de la santé, ça aurait pu, changer, un peu l'expérience. Oui, je pense que oui. Ouais. Bon, ben, je pense que ça nous amène à la fin de notre conversation, mais, avez-vous, d'autres choses à ajouter, sur cette expérience ou d'autres choses que vous voulez que les personnes aidantes sachent? Ben, déjà, je pense que, tu sais, en avant d'être une personne proche aidante, on est avant tout une personne avec avec ses propres besoins et ses propres limites. Hem et c'est correct pour nous aussi d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin. C'est souvent difficile pour les personnes aidantes de reconnaître leurs propres besoins d'aide et d'aller recourir à cette aide-là aux besoins. Hem, donc c'est ça, je pense que c'est important d'avoir l'humilité nécessaire pour reconnaître qu'on n'est pas invincible, puis que nous aussi, on a besoin d'aide. Absolument. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Et merci beaucoup à vous, les auditeurs, de votre écoute aujourd'hui. Nous espérons que vous avez aimé cet épisode. Pour en savoir plus sur les soutiens disponibles aux personnes aidantes naturelles, visitez notre site web ontariocaregiver.ca/fr. De la part de l'équipe C'est le temps de parler à Losano, je vous souhaite une très bonne journée.